Salut à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de l'émission L'autre journal sur la chaîne YouTube de l'Alternative. Nous sommes avec Ferdinand Ité. Il est le patron du journal L'Alternative. Jidoku Onou, il est le rédacteur en chef. C'est ensemble que nous analyserons les grands sujets qui cristallisent l'actualité au Togo et ailleurs, notamment en RDC, où l'euphorie et la furie riment l'ambiance. Les résultats provisoires de la CENI qui ont donné l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin ne font pas l'unanimité au sein de l'opinion. Nous parlerons du Togo, notamment des questions, des sujets relatifs à l'Assemblée nationale et à la sécurité. L'autre journal, bienvenue, c'est parti. Ferdinand, bonsoir. Bonsoir Claver. Je suis très heureux de vous accueillir. Merci. C'est bon retour parmi nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Alternative. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Jidoku Onou, vous êtes le rédacteur en chef. Merci d'être là. Oui, premier sujet de cette émission, la République démocratique du Congo, où les urnes ont parlé. L'opposant Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur du scrutin, mais la question divise, la tension monte dans le pays. Ferdinand, le chemin parcouru jusqu'à l'organisation de ce scrutin n'a pas été facile. Des négociations sur des négociations avant que Kabila ne cède. Quel commentaire faites-vous de ce scrutin, de ce processus? Oui, je crois que ce qui se passe en République démocratique du Congo doit encore nous renseigner, nous les Africains, sur la nature même des élections, ce à quoi ces élections servent en Afrique. Et nous avons tous vu comment le scrutin s'est déroulé, l'avant-scrutin, comment est-ce que tout a été verrouillé. Le jour du scrutin, on a coupé Internet, les moyens de communication, comme on sait bien le faire en Afrique. Et puis après, quelques jours, on a proclamé des résultats tard dans la nuit, quand tout le monde dormait. Et on a désigné Félix Tshisekedi vainqueur de ces élections-là, ce qui crée actuellement une polémique parce que les gens ne comprennent pas par quelle magie ce dernier a été déclaré vainqueur. On a vu la réaction maladroite, je le dis très bien, maladroite du ministre des Affaires étrangères français, Jean Le Drian, qui s'est comporté comme s'il était un chef de parti politique en RDC, ce qui a encore ravivé les critiques de tous ceux qui sont contre l'ingérence de la France en Afrique et la tension en RDC. Toujours est-il que, démocrates que nous sommes, nous souhaiterions que la vérité des urnes soit rétablie parce que quand on voit bien les résultats et la nature même de ces résultats, on voit bien qu'il y a eu une manipulation quelque part. On ne peut pas comprendre que celui qui est sorti vainqueur à la présidentielle n'ait pas eu la majorité à l'Assemblée nationale et que c'est le dernier, c'est-à-dire le candidat désigné par Kabila qui devient majoritaire à l'Assemblée nationale. Il y a déjà une incompréhension, un contraste. Je pense que Kabila a dû avoir manœuvré pour avoir deux personnes en jeu, notamment son dauphin désigné qui est, je crois, Chadari, et puis Félix Tshisekedi, et je pense que tout ça a commencé depuis longtemps. Et vous avez vu, Tshisekedi est sorti de cette coalition qui avait été créée à Genève, et je pense que c'est sur instruction de Kabila qu'il est sorti. Et donc ils avaient un accord ou un jeu. Et ce qui est important à souligner aujourd'hui, c'est que s'il doit y avoir alternance au Congo, il faut qu'on ait véritablement une alternance. Il ne faut pas qu'on ait un jeu où Kabila est parti pour rester. En réalité, il contrôle encore l'appareil de tout l'appareil du pays. Oui, mais on sait que la RDC, c'est quand même un enjeu énorme. Nous sommes dans la géopolitique avec une forte inclinaison sur les intérêts économiques et toutes les puissances. Nous y reviendrons. Isidore, mais quand même, malgré tout, est-ce qu'on peut parler d'un début d'alternance dans ce pays? 18 ans de pouvoir
Kabila a cédé, est-ce qu'on peut parler d'un début d'alternance dans ce pays qui a connu beaucoup de crises, de conflits? Oui, on sait que la RDC vient de très très loin depuis le départ du pouvoir de Djimoni Mobutu. Et aujourd'hui, on parle d'alternance, mais c'est une alternance empoisonnée parce que, comme l'a dit tout à l'heure Ferdinand, Kabila s'est choisi son remplaçant en contradiction avec ce que le peuple congolais a exprimé à travers les urnes le 30 décembre dernier. Je crois que cette alternance-là que le peuple ne veut pas. Le peuple veut couper définitivement avec l'ère Kabila et se donner quelqu'un capable, quelqu'un crédible, une personnalité pour diriger la RDC comme le peuple congolais le veut. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui s'est passé, tout le processus jusqu'à maintenant, on peut dire que ce pays n'est pas encore sorti de l'ornière. Ouais. Il y a encore des problèmes à régler à ce niveau-là, parce que le scrutin... comment le scrutin s'est déroulé, les résultats aujourd'hui contestés par tout le monde et la CENCO notamment. Finalement, qui détient la vérité des urnes? Parce que la CENCO aussi dit qu'elle a ses résultats, la CENI proclame d'autres résultats contestés, mais finalement, qui détient la vérité des urnes? Non, selon la loi, c'est la CENI qui a habilité, qui supervise les élections au Congo. Mais lorsque le résultat qui est sorti des urnes ne sont pas conformes à ce que le peuple veut, parce que ces résultats, quand on les voit, ça va en contradiction avec ce que avec les procès verbaux et tout ce que les observateurs, surtout les observateurs de la CENCO, nous rappelons qu'ils ont déployé sur tout le Congo plus de 40 000 observateurs. Est-ce que l'Église catholique mais est-ce que les bureaux de vote ne dépassent pas les 40 000 Mais bien sûr, l'Église catholique détient les résultats, elle détient les procès verbaux. C'est pourquoi elle se base sur ça pour dire que ce que la CENI a proclamé n'est pas conforme à ce que les Congolais ont dit. Dans tout ça, on soupçonne un arrangement électoral entre Tshisekedi et Kabila. Ferdinand, vous êtes de cet avis-là? Oui, mais cela va de soi. On voit bien qu'il y a un arrangement entre Tshisekedi et Kabila et que tout ce qui se passe là contribue à masquer réellement les vrais résultats. C'est ce qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas la réaction d'une puissance ou d'une autre. Et je l'ai dit tantôt, ce qui s'est passé avec le ministre des Affaires étrangères de la France est une ingérence grave, mais cela n'empêche quand même pas de poser le vrai problème. Est-ce que c'est les vrais résultats qui sont sortis aujourd'hui? Et il ne faut pas condamner celui qui dénonce le voleur, il faut condamner le voleur. C'est de ça qu'il s'agit. On sait qu'il y a eu trucage des résultats et que Kabila a tout fait pour que, voyant que son candidat a mordu la poussière, il a tout fait pour que celui qui représente le moins de mal pour lui, qu'est Félix Tshisekedi, avec qui il a un accord visiblement secret, puisse passer. C'est ça qui constitue aujourd'hui une alternance de façade, parce que si nous estimons que nous sommes des démocrates, nous devons beaucoup plus nous pencher sur les principes et les valeurs. Parce que ce qui se passe en RDC là, si on ferme cette page et que rien ne se passe, ça peut être répété ailleurs, notamment dans des pays comme aujourd'hui le Togo, où nous sommes habitués à des élections tronquées, ou le Gabon, ou bien d'autres pays, ou le Cameroun et tout ça. Et donc, il est important de rétablir la vérité des urnes, ou du moins de trouver un mécanisme pour rétablir les faits. Parce que sans ça, le président qui sera investi, c'est Tshisekedi, il n'aura pas la légitimité, une base de légitimité solide pour diriger le pays. Parce que quand vous écoutez les gens, tout le monde dit oui, c'est le jeu des puissances. Nous sommes tous d'accord que c'est le jeu des puissances. Certainement que chaque candidat a derrière lui une puissance. Ça n'empêche quand même pas que c'est celui qui gagne qu'il faut proclamer vainqueur. Oui, mais Ferdinand, il y a une question qu'on se pose.
comment perdre la présidentielle et gagner une majorité à l'Assemblée nationale. C'est l'anomalie. Ce sont des élections générales. C'est l'anomalie. Et le scrutin s'est déroulé le même jour. C'est l'anomalie. Et c'est ça les indicateurs même de la fraude et du renversement des résultats. Alors, nous les Africains, nous devons comprendre qu'un président qui n'a pas la légitimité populaire est beaucoup plus susceptible à aller tisser des alliances pour opprimer son peuple qu'un président qui a une véritable légitimité. Aujourd'hui, au Togo, on voit bien que le régime en place essaye de tisser des réseaux avec des Israéliens, des Béninois, des Français, je ne sais pas, des Chinois, pour pouvoir gouverner le Togo. Ils sont prêts à vendre toutes les richesses du pays pour avoir le soutien de ces puissances-là pour gouverner le pays, parce qu'ils sont vomis par les populations, leur propre population. Alors, si nous ne voulons pas que la RDC tombe dans les mains des prédateurs qui sont aujourd'hui très nombreux, c'est-à-dire c'est un embouteillage, parce que la NDC représente des intérêts énormes pour le monde entier. Vous avez là les Américains, les Belges, les Français, les Anglais, les Chinois. Personne ne parle des Chinois, mais les Chinois sont aujourd'hui, je ne sais pas, présents massivement en RDC. Et donc, si nous ne voulons pas que ces richesses-là tombent dans les mains de ces prédateurs-là, il faut que le président, que les Congolais choisissent soit un président qui jouit d'une grande légitimité, comme ça, il peut opposer son peuple aux prédateurs. Mais lorsque vous choisissez quelqu'un qui n'a pas de légitimité, il est beaucoup plus susceptible à créer des alliances bizarres pour pouvoir consolider son pays, justement, son pouvoir contre son peuple. Justement, le fait est là. La CENI a proclamé Tshisekedi et Martin Fayoula n'accepte pas. Fayoulou n'accepte pas ces résultats. Il conteste la légitimité de Tshisekedi, mais finalement la RDC se trouve dans une impasse totale. Quel schéma de sortie de crise post-électorale? Je veux revenir un peu en arrière pour parler un peu le processus. Vous avez vu comment, après les élections, la CENI a attendu avant de proclamer les résultats. Comment est-ce que les États-Unis ont envoyé leurs troupes qui sont à la porte, qui étaient à la porte de la RDC. Ça, c'est une pression sur Kabila. Mais ne voyant pas d'ouverture, il a dû s'arranger avec celui qui lui est un peu favorable pour avoir la même mise sur le pouvoir. Aujourd'hui, la porte d'ouverture aujourd'hui pour la RDC Congo, c'est de proclamer les résultats des urnes. C'est ça. C'est de revenir en arrière. C'est de revenir en arrière, proclamer les résultats des urnes, parce que c'est ce que demande la CENCO, c'est ce que demande le peuple congolais aujourd'hui. Et c'est ce que demande aujourd'hui la communauté internationale critique la France, parce que la France s'ingère dans les affaires de la RDC. Ce que demande la France aussi, et là, mais la Belgique parle d'une cohabitation également. Oui. C'est également un schéma de sortie de crise. À la cohabitation, on va créer un gouvernement d'union nationale où tout le monde va se retrouver dedans, tout ça là. C'est ça le propre de la dictature. C'est ce qui se passe toujours en Afrique, partout, comme dans notre pays aussi, au Togo. Quand on vole les élections, après, on fait de grands discours pour dire, voilà, on tend la main aux autres, on crée un gouvernement d'ouverture pour que tout le monde se retrouve dedans. Ce n'est plus le président qui est là, qui a truqué les élections, mais c'est plutôt un opposant qui gagne les élections, mais de façon frauduleuse. Mais c'est ça ce qui est paradoxal. Non, c'est pas. Je pense que c'est pas la même chose. Je pense que c'est le pouvoir qui a tripatoué les élections au profit de Kabila et en faveur de son opposant. Tshisekedi, parce que Tshisekedi est dans cette alliance-là. Moi, je dis la porte de sortie va être difficile parce que c'est l'intervention de Yves Le Drian qui a compliqué les choses, parce que si ce ministre français n'était pas tellement agité pour se prononcer sur la question des résultats, l'affaire aurait pu être abordée autrement, parce qu'aujourd'hui on voit que tous les Africains qui sont contre l'ingérence française sont braqués. Tout le monde dit oui, c'est la France qui veut dicter sa loi, et pourquoi les Français se mêlent, mais ça c'est pour moi, c'est secondaire. Le vrai problème, c'est la vérité des urnes. Parce qu'il ne sert à rien de faire des élections. Il ne sert à rien de faire des élections en Afrique
et que les populations vont voter massivement et qu'au bout du compte, il y a quelques individus qui s'asseyent dans un bureau et changent les résultats comme ils veulent ou proclament ce qu'ils veulent. À cette allure-là, les élections ne serviront plus à grand-chose en Afrique. Si nous voulons faire la démocratie à l'occidentale, il faut que nous essayions de le faire correctement. Mais si nous voulons faire une démocratie à l'africaine, comme je l'entends dit par certains, alors il faut qu'on fasse l'option de faire la démocratie à l'africaine, c'est-à-dire, comme on le fait dans les cultures africaines depuis la nuit des temps, bon, mais vous voulez faire une élection, bon, les candidats s'alignent et puis les populations viennent s'aligner derrière elles, et puis on compte celui qui gagne, on le déclare vainqueur. Et ça évite même de dépenser beaucoup d'argent. Et donc, on ne fait pas les élections comme dans des sociétés occidentales comme nous l'avons importé chez nous, et puis après on essaye de charcuter les résultats comme on veut, et puis bon, on déclare son ami ou son copain vainqueur, et puis bon, on dit oui, c'est lui qui a gagné, on utilise la force pour faire taire les autres. Donc la sortie de crise va être très 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 difficile. Je vois la SADC, d'autres puissances qui disent qu'il faut faire un gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas quelle nature cette histoire va prendre, surtout que les pro-Kabila ont réussi à prendre le contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et vous savez que dans la constitution congolaise, il est dit que le président sortant est sénateur à vie. Et donc, ce n'est pas exclu que Kabila se retrouve demain à la tête du Sénat. Et on verra bien que Tshisekedi n'aura pas une marge de manœuvre pour gouverner. Il sera l'otage de l'ancien régime. Mais en attendant que la RDC ne sorte de l'ornier, de l'impasse, parlons de la Côte d'Ivoire avec la libération de Gbagbo. Oui, on a appris tous la nouvelle aujourd'hui. La Cour pénale internationale s'est encore réunie sur le procès Gbagbo, et aujourd'hui, ils ont décidé de l'acquittement de Gbagbo. Demain, ils vont encore se réunir pour prononcer définitivement le truc là. Bon, tout ça là, on l'a vu venir, puisque la Cour n'a pas réussi à rassembler des preuves matérielles contre Gbagbo et Blé Goudé. Et aujourd'hui, on voit qu'elle s'est vue dans l'obligation de libérer l'ancien président de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Est-ce qu'on peut présenter aujourd'hui Gbagbo comme un homme propre? Un homme propre, je ne sais quoi dire, je ne saurais le dire, mais il faut d'abord saluer cette décision de la Cour pénale internationale qui acquitte Gbagbo et son bras droit, Charles Blé Goudé. Ils ont passé 7 à 8 ans, je crois, dans les prisons là-bas. Ça a cristallisé la vie politique en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens dans l'ensemble, parce que ça va favoriser la réconciliation. Mais c'est aussi l'échec de la CPI, parce que on n'avait pas d'éléments matériels suffisants, et puis on a pris un monsieur et son collaborateur pour aller jeter en prison en Hollande, je ne sais pas où, pendant plus de 7 ans. On essayait de fabriquer les preuves pendant toutes ces années-là, avant de se rendre compte que, bon, écoutez, il y avait fondamentalement pas grand-chose contre le monsieur. Et donc, je pense qu'il faut saluer cette libération. Tant qu'un fils de l'Afrique sort de ces genres d'épreuves, il faut le saluer. Maintenant, cela aura des conséquences naturellement sur la Côte d'Ivoire, parce que sur le plan politique, est-ce que ça cette libération intervient au moment où le système Ouattara, qui a été installé en Côte d'Ivoire par la France et toutes les puissances, est à bout de souffle, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le camp Ouattara est totalement divisé. Les alliances ont vécu. Il y a des ruptures. Le système est à la dérive. Il y a des réflexes autoritaires. Aujourd'hui, on utilise la justice pour traquer les gens. On arrête les gens pour rien du tout. Et donc, on voit aujourd'hui la cristallisation des relations entre Ouattara et Guillaume Soro. Et donc, je pense que l'arrivée de Gbagbo va bouleverser l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est que, bon, il puisse sortir de cette prison-là, où il a subi autant d'humiliations avec son collaborateur, pour rejoindre sa famille, sa famille biologique et sa famille politique, pour voir qu'est-ce qu'il peut encore apporter pour son pays, la Côte d'Ivoire. Quelles sont les conséquences sur le plan politique en RDC? Bon, sur le plan... Et autant pour moi, en Côte d'Ivoire.
en Côte d'Ivoire, sur le plan politique, bon, Gbagbo va rentrer. On sait que en 2020, c'est l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sûrement, le FPI est toujours là, debout. Sûrement que Gbagbo va choisir, si on lui donne la latitude de choisir un dauphin, puisque lui-même, je crois qu'il est frappé par l'âge, ne peut plus y aller. Donc, il peut choisir un dauphin pour le présenter à la présidentielle. Bien sûr, il sera devant dans les campagnes, dans les trucs là, et puis aider son dauphin là à réussir à cette présidentielle en 2020. Messieurs, merci. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie.